Vous aussi, vous raffolez des burgers? Alors écoutez bien notre linguiste Waltraud Legros qui se penche ce soir sur les origines du mot hamburger. Qui aurait pensé que le hamburger, cette discutable bénédiction qui nous vient des États-Unis, allait un jour conquérir le monde? Qu'il serait un jour le symbole d'une non moins discutable culture de table, pour ne pas dire de la culture tout court? Trêve de plaisanterie. Y a-t-il un rapport entre le hamburger et la ville allemande Hambourg? Hélas, oui. La langue allemande nous dit qu'il y eut d'abord la montagne, Berg, et son château fort, Burg, puis les habitants vivant à l'intérieur des remparts et appelés à défendre la bourg en question, les Bürger. Les vocables allemands Burg et Bürger ont été d'excellents produits d'exportation. Les Italiens ont leur borgo et leur borghesia, les Français le bourg, le bourgeois et toute la bourgeoisie, les Flamands leur bourgmestre, et bientôt Bourg a servi à former d'innombrables noms de lieux, Cherbourg, Göteborg, Salisbury et aussi Hambourg. Une des spécialités de la cuisine hambourgeoise est une tranche de bœuf préparée de manière particulière et appelée Hamburger Stück. Ce Stück, littéralement le morceau, a traversé l'Atlantique où il est immédiatement devenu le steak. Intégration réussie à la nuance près que ce steak a ensuite dégénéré en une espèce de galette de viande hachée que les Américains, sans doute pour décliner toute responsabilité, ont eu l'audace d'appeler hamburger steak, puis hamburger tout court et même burger. Tartiné de ketchup et coincé entre deux tranches de pain genre éponge, ce hamburger a donc retraversé l'Atlantique et connaît depuis le triomphe que l'on sait. Jusque-là, la langue n'a rien à redire. Mais comment peut-elle accepter le cheeseburger qui fait semblant que le hamburger a à voir avec ham, c'est-à-dire le jambon? Il n'y a à cela qu'une explication, que la langue a depuis longtemps baissé les bras devant tout ce qui concerne le fast-food. Elle sait mieux que nous que ce n'est pas de la vraie cuisine et regarde tranquillement comment les hommes se ruinent leur santé et leur silhouette. Vous connaissez les notes de musique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en français, C, D, E, F, G, A, H, C. En allemand, Nicolas Obermann nous explique cette différence. Regardez ce mot, Bach. Enfin, Bach pour les Allemands. C'est l'un des plus grands compositeurs allemands. Vous le saviez. Mais saviez-vous que c'est aussi de la musique? B-A-C-H, ça donne ça. B-A-C-H, la 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 la. Car en allemand, les notes ne s'appellent pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, comme en France ou en Italie, mais C, D, E, F, G, A, H, C et B pour le Si bémol. Les compositeurs allemands peuvent donc s'amuser à écrire des mots en musique. Jean-Sébastien Bach lui-même a profité en toute modestie de cette aubaine en intégrant le motif B-A-C-H dans plusieurs de ses œuvres. B-A-C-H. Robert Schumann, lui, a composé une œuvre autour des notes A, B, E, G, G, du nom d'une jeune femme, Meta Abegg. Et Alban Berg a caché dans l'une de ses œuvres ses initiales, A, B, et celle de son amante, Hannah Fuchs. H, F. En France, un compositeur aurait un peu plus de mal à immortaliser son couple, à moins qu'il ne se prénomme Rémi et sa fiancée Mi. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en France et C, D, E, F, G, A, H, C en Allemagne?
Pendant des millénaires, la musique s'est transmise oralement. Ce sont les Grecs qui possèdent le premier système de notation. Ils utilisent 24 lettres, mais ça reste très théorique et très compliqué. En 625, l'évêque Isidore de Séville va même jusqu'à déclarer qu'il est impossible de noter la musique. Il faut attendre le IXe siècle pour voir apparaître les neumes, des sortes de points, de virgules et de crochets qu'on écrit dans le texte du chant liturgique et qui indiquent sur quel mot la voix doit monter et descendre. Mais si on ne connaît pas la mélodie, les neumes ne servent à rien. C'est là qu'intervient au XIe siècle Guido d'Arezzo, un moine bénédictin de Pomposa. Pour aider ses élèves à apprendre les différents chants, donc à mémoriser des intervalles, il invente une gamme de 6 notes, l'hexacorde, qu'il place sur une portée de 4 lignes. Maintenant, il faut nommer ces notes, car Guido d'Arezzo a compris que la mémoire de la musique passe par les mots. Exemple. Si je vous demande de me chanter un intervalle de 4 tons, vous allez me dire impossible. Si je vous demande de me chanter Mon beau sapin, vous y arriverez. Mon beau sapin, mon beau, ça, c'est une carte. C'est facile finalement, non? Pour avoir des mots à chanter, Guido d'Arezzo a l'idée d'utiliser un texte latin, l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Écoutez. Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labii reatum, Sanct Johannes. Vous avez vu le début de chaque vers? Ut, ré, mi, fa, sol, la et le si, rajouté quelques siècles plus tard. Voilà l'origine de la gamme utilisée dans les pays latins. Plus tard, le ut sera remplacé par le do, qui se chante mieux. Chez Guido d'Arezzo, mon beau sapin s'appelle donc do, fa, fa. Ce système est avant tout pédagogique. Son principal intérêt est d'indiquer la position relative d'une note et non pas sa hauteur absolue. Au Moyen Âge, cette méthode, la solmisation, est employée partout en Europe. En France et dans les pays latins, les syllabes de la solmisation s'imposent si bien qu'elles désignent aujourd'hui également la hauteur absolue des sons, ce qui n'était pas leur sens premier. Mais en Allemagne, l'utilité de la solmisation est controversée. C'est pour ça que les Allemands, pour désigner les notes, n'ont pas repris do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ils préfèrent s'en tenir à un système déjà connu par les Grecs et les Romains, les lettres de l'alphabet. Généralement, dans les conservatoires allemands, on ne chante pas comme en France do, fa, sol, la, mais juste la, la, car les lettres de l'alphabet ne se chantent vraiment pas très bien. Essayez. C, F, G, A. Bon, si les Français ne peuvent pas écrire Bach en notes de musique, ils peuvent quand même écrire une expression que l'on trouve parfois sur des maisons, au bord de la mer ou à la montagne. C'est do, mi, si, la, do, ré, qui donne domicile-adoré, c'est très joli, très kitsch, et chanté, ça donne ceci. Domicile-adoré. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui? Vous trouvez? Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière.
ce n'était pas bien difficile. En plus, l'indice se trouvait juste là, au premier plan de l'image. C'était ce clavier d'ordinateur AZERTY, typiquement français. Sur un clavier allemand, on aurait lu à cet endroit les touches Querz. Nous étions donc en France, et plus précisément dans les bureaux de carambolage.